Oui, non. Bon, on va voir. Et je crois pas beaucoup, moi, à la colère. Nous sommes à l'antenne, paraît-il. Ça commence bien. Tiens, notre heure. Bien, nous sommes à l'antenne. Vous pouvez sourire, Édouard Philippe. On ne savait pas, on était à l'antenne. Bon, ça va bien? Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour répondre à toutes nos questions. Nous allons tout de suite attaquer par l'actualité dramatique avec cet acte terroriste hier en plein Paris, encore une fois, sur les Champs-Élysées. Un homme au volant d'une voiture qui percute un fourgon de gendarmerie en plein cœur sur le rond-point des Champs-Élysées. Cet homme fiché S depuis 2015, 31 ans, dans la voiture des armes et surtout une autorisation de détenir ces armes. Autorisation qui a été renouvelée en février dernier. Y a-t-il une négligence de l'administration? Je vais essayer de vous répondre. Je vais vous répondre. Voilà, oui, pas essayer, oui. Simplement au préalable, deux choses. D'abord, saluer le travail des forces de l'ordre. Elles ont été attaquées hier. Elles ont répondu avec un calme qui a été noté, y compris par l'ensemble des gens qui se trouvaient sur place. Garantir la sécurité des Français quand on est policier, gendarme, militaire, douanier, pompier, c'est aujourd'hui prendre des risques. J'en suis conscient, ils le savent, et ils répondent avec un calme et une détermination qu'il faut saluer. Je le dis, ça n'est pas une clause de style, je le dis parce que je le pense, et que l'ensemble du gouvernement le pense. Prendre des risques, ils sont visibles. Les terroristes le savent, Bien comme sûr. les terroristes travaillent avec la communication, et font tout pour qu'on parle de leurs actes terroristes, ils s'en prennent aux forces de l'ordre. Bien sûr, on le sait, c'est pas neuf, et c'est un élément qu'il faut avoir en tête, en tout cas que moi je ne perds jamais de vue. Deuxième chose, il y a une enquête judiciaire qui a été confiée au procureur de la République. Je peux donc pas m'exprimer sur le contenu de l'enquête, et je veux le dire avant de répondre à votre question. Troisième chose, on se rend compte qu'il est en effet assez possible, vous l'avez dit vous-même, que l'homme qui est décédé ait été à la fois l'objet d'un signalement, c'est ce qu'on appelle trivialement la fiche S, l'objet d'un signalement, et en même temps qu'il ait été détenteur d'un permis de possession d'armes. C'est une autorisation, parce que le permis de port d'armes, c'est pas la même chose. D'une autorisation de détention. Oui, autorisation de détention d'armes. Le régime juridique, c'est l'interdiction. Oui, exactement, c'est pas pareil. L'autorisation, c'est pour un homme qui pratique du tir sportif, par exemple. Exactement. Ce que je sais à ce stade, c'est que la première autorisation de détention d'armes a été donnée avant le signalement de cet individu. Et après que la procédure normale ait été accomplie, c'est-à-dire la vérification d'antécédents judiciaires, et au moment où l'autorisation a été donnée, il n'y avait aucun antécédent judiciaire qui aurait justifié une décision de ne pas autoriser la détention d'armes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que personne ne peut se satisfaire, et certainement pas moi, de ce que quelqu'un qui fait l'objet d'un signalement puisse continuer à bénéficier de cette autorisation. Oui. Ça pose deux questions. Et questions. d'obtenir un renouvellement. Un renouvellement en février. Ça pose deux questions. Oui. La première, c'est quand le service de la préfecture, le service compétent, examine la situation de l'individu, est-ce qu'il peut accéder au fichier des personnes signalées? Jusqu'à présent, non. Jusqu'à présent, non. Vous allez changer les choses? Le texte réglementaire, c'est un décret, ne le permettait pas. Nous avons présenté à la fin du mois de mai, avant ces événements, un texte au Conseil d'État qui permet aux agents des préfectures qui sont compétents pour examiner les demandes de consulter les éléments, et notamment les éléments relatifs au signalement. C'est une avancée. Deuxième chose, c'est peut-être encore plus difficile à saisir, mais il faut qu'on en ait bien conscience. Le signalement qui fonde la fiche S, c'est une information qui est transmise à tous les services qui peuvent consulter ce signalement pour que des mesures de surveillance ou de suivi soient mises en œuvre. Elles peuvent être très intenses, elles peuvent être moins intenses. Et vous comprendrez que je n'ai pas envie de dire dans le détail ce qu'elles impliquent à ce stade. Si on retire une autorisation à quelqu'un qui fait l'objet d'une surveillance ou qui est suivi, il va assez vite comprendre pourquoi on lui retire son autorisation.
Je ne dis pas que c'est infondé, je dis juste que c'est une décision qui est difficile à prendre à un moment donné. Oui, parce que le fichier S ne sait pas qu'il est fichier S. Ben oui. Il faut le rappeler. Voilà. Il faut le rappeler. Mais, par exemple, le président d'un club de tir sportif pourrait-il avoir accès, devrait-il avoir accès? Non. Non. J'ai beaucoup de respect pour les présidents d'associations oui. et de clubs de tir sportifs. C'est des gens qui sont souvent très responsables. Mais on ne va pas permettre à n'importe quel président d'association de consulter des... Je sérieusement. pose la question parce que c'est leur demande. Mais je comprends que ce soit leur demande. Mais vous voyez, ce sont des questions légitimes que nous nous posons. Et vous voyez bien la difficulté... pour l'ensemble du pays, d'apporter des réponses qui soient à la fois efficaces et claires. Lorsque, avec le président de la République, nous avons commencé à préparer la loi que nous présenterons à l'Assemblée nationale le mois prochain, qui vise à renforcer je vais vous en parler. La lutte contre le terrorisme et la sécurité intérieure. Conseil des ministres, ce projet de loi. Exactement. Lorsque nous avons commencé à préparer ce texte, toute une série d'acteurs de la société française, parfaitement légitimes, nous ont dit comment, par ce texte, vous êtes en train de vous inscrire dans une limitation des libertés publiques, dans une transformation de la société, dans un contrôle excessif. Je ne critique pas l'expression de ces avis. Je dis juste que nous devons, à la place qui est la mienne, chef de gouvernement, trouver les instruments légaux et constitutionnels qui garantissent à la fois que nous continuons à vivre dans la Ve République, dans un pays qui préserve la liberté, et en même temps qui garantissent la sécurité des Français. C'est un exercice qui n'est pas facile et qui n'est pas simplement, Monsieur Bourdin, qui n'est pas simplement légal. Je ne vais pas repousser. Ça n'est pas simplement par la loi qu'on règle ces questions, mais il faut donner les instruments juridiques conformes à la Constitution dont nous avons besoin. Alors je vais entrer justement dans ce projet de loi. Je ne vais pas repousser mes questions. Simplement, Édouard Philippe, un mot. Une enquête va être ouverte, j'imagine, sur l'obtention, le renouvellement de cette autorisation. Encore une fois, il y a une procédure judiciaire. Donc là, oui. Et s'il faut des sanctions, il y aura des sanctions s'il y a eu une faille à un moment donné ou à un autre. Et attendez, là aussi, soyons clairs. Évidemment que dès la commission de cet acte, avec le ministre de l'Intérieur, on a mis en œuvre toutes les mesures qui nous permettent de contrôle, d'examiner comment ça s'est passé, pourquoi ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 2 ans, pour comprendre parfaitement et pour prendre les mesures qui s'imposent. Vous imaginez bien que si nous décelons des choses qui dysfonctionnent, ce qui, encore une fois, avait déjà été le cas, puisque fin mai, nous avons introduit ce texte au Conseil d'État pour corriger une procédure et pour améliorer l'efficacité d'une procédure. Donc, si on décèle des choses qui ne vont pas, on les corrige. Bien. Demain, Conseil des ministres, donc, présentation de ce projet de loi renforçant la lutte contre le terrorisme et la sécurité intérieure. Vous présenterez aussi le projet de loi de prorogation de l'état d'urgence. État d'urgence jusqu'au 1er novembre, on est bien d'accord. Ensuite, la nouvelle loi remplacera l'état d'urgence. C'est bien cela, hein? C'est ce que j'ai compris. C'est l'objectif. Alors, avec le nouveau texte, s'il est voté et si le Conseil d'État le valide, j'entre dans le texte. Les préfets et le ministère de l'Intérieur auront le pouvoir d'assigner à résidence des individus suspects. On est bien d'accord. Perquisitionner de jour comme de nuit. C'est bien cela. Interdiction, pouvoir d'interdire, fermer des lieux de culte. Exploitation des données, donner l'exploitation, la possibilité d'exploiter les données de téléphone et d'ordinateur. Permettre les fouilles. Et les palpations, fouilles de bagages, palpations d'individus, possibilité de placer un suspect sous bracelet électronique. C'est bien cela. Je vous laisse terminer ou vous me permettez de répondre? Non, mais est-ce que tout ce que je viens de dire est contenu dans le texte? Tout ce que vous venez de dire, à la différence qu'on ne parlera plus d'assignation à résidence, mais tout ce que vous venez de dire est contenu, mais vous avez oublié l'essentiel. Uniquement en matière de terrorisme? Exclusivement en matière de lutte contre le terrorisme et sous le contrôle du juge. Sous le contrôle du juge, mais du juge administratif? Et pardon de vous dire, Monsieur Bourdin, que ça n'a rien d'accessoire. Rien d'accessoire. Un mot. L'état d'urgence, c'est une disposition légale qui a été mise en œuvre en novembre 2015, qui a été prorogée plusieurs fois, que nous allons proroger jusqu'au 1er novembre. Et notre objectif, c'est d'en sortir. Parce qu'on ne peut pas vivre durablement dans un état d'urgence, c'est-à-dire dans un état de droit un peu dérogatoire. L'état d'urgence, ça permet aux autorités publiques, et notamment aux autorités préfectorales, de prendre des mesures dans un champ extrêmement large et avec une intensité extrêmement grande, bien plus grande que quand on n'est pas en état d'urgence. Et ça peut concerner, Monsieur Bourdin, la lutte contre le terrorisme, comme bien d'autres choses. Notre objectif, c'est de dire, nous allons vivre durablement en France avec une menace terroriste.
J'aimerais que ce ne soit pas durable. Nous allons faire tout pour la contenir, pour la maîtriser, pour la faire disparaître. Mais on peut se parler sérieusement. Et les Français n'ont pas envie qu'on leur raconte de belles histoires, ils ont envie qu'on leur raconte la vérité. Nous allons vivre pendant longtemps avec une menace terroriste élevée. La question, c'est comment nous nous organisons pour vivre avec cette menace terroriste et pour la faire disparaître. Nous ne pouvons pas rester dans l'état d'urgence. Ça n'est pas raisonnable. Nous devons en sortir. Mais nous devons faire en sorte, en sortant de l'état d'urgence, qu'un certain nombre de situations extrêmement limitées, mais très sérieuses, puissent être prises en compte avec des instruments légaux, pas en dehors du droit, Oui, mais légaux. et sous le contrôle du juge. Et c'est ce que nous faisons... Mais quel juge? Sous le contrôle de quel juge? Je termine. Et c'est ce que nous faisons dans ce projet de loi Oui. renforçant la lutte contre le terrorisme et préservant la sécurité intérieure. Les mesures que vous avez décrites, elles seront moins intenses que celles qu'on peut prendre dans l'état d'urgence et placées sous le contrôle du juge. Et comme il s'agit de mesures de police administrative, c'est-à-dire avant la prévention, avant la commission d'infraction, donc des mesures de prévention, elles sont soumises au juge naturel de la police administrative, qui est le juge administratif. Voilà. Et attendez, vous allez voir, vous allez être intéressé. Au juge administratif, c'est pas moi qui l'invente, c'est la Constitution qui le prévoit. Mais pour renforcer, écoutez-moi bien, pour renforcer les garanties, parce que nous y sommes attachés, nous avons mis en œuvre dans le texte une disposition qui permettra la saisine du JLD, c'est-à-dire du juge des libertés et de la détention. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'origine d'une mesure administrative décidée exclusivement et avec des conditions très limitatives dans le cadre de la protection contre le terrorisme, de la lutte contre le terrorisme, le préfet a l'initiative, le juge de la liberté de détention, qui est un juge judiciaire, puisque c'est ce qui a l'air de vous intéresser, monsieur Bourdin, à juste titre d'ailleurs, le juge judiciaire, le JLD, devra même regarder si et autoriser le lancement de la mesure administrative, et la légalité de la mesure administrative sera soumise au juge administratif a posteriori. On a donc, je suis désolé parce que on fait intervenir le juge judiciaire, le juge administratif, c'est un peu complexe. Mais ce que je veux dire, il interviendra quand? Avant. Une fois la mesure prise? Non, avant la mesure. Avant la mesure? Le JLD interviendra avant la mesure et la légalité de la mesure sera soumise au contrôle du juge administratif, comme c'est d'ailleurs la Constitution qui le prévoit. D'accord, mais le juge judiciaire, il aura la possibilité d'interdire cette mesure, il aura la possibilité de... Il contribuera à son autorisation. Il sera consulté, comme il sera saisi, il autorisera la mesure. Ou il n'autorisera pas. Ou il n'autorisera pas. S'il dit que cette mesure est disproportionnée ou que cette mesure n'est pas justifiée, évidemment, il faudra le prendre en compte. Sinon, ça ne sert à rien. Donc le JLD entrera dans la boucle. C'est pas rien du tout, monsieur Bourdin. C'est un dispositif, encore une fois, qui est exclusivement limité à la lutte contre le terrorisme. Pas à d'autres types d'infractions qui sont d'ailleurs assez pénibles. Exclusivement limité à la lutte contre le terrorisme. Et sous le contrôle du JLD avant la réalisation de la mesure et du juge administratif après la réalisation de la mesure. Mon objectif, l'objectif du gouvernement, c'est de garantir cet équilibre entre la sécurité des Français, auquel ils ont droit, auquel ils aspirent, et le respect de ce que nous sommes, c'est-à-dire un pays de droit, un pays de liberté. C'est un équilibre qui n'est pas toujours simple. Et je vois bien que des deux côtés, on nous dira peut-être soit qu'on en fait trop, soit qu'on n'en fait pas assez. Je vois bien. Et c'est normal, c'est le débat public. Il aura lieu très probablement à l'Assemblée nationale dans le courant du mois de juillet. Mais notre objectif, il est clair. Nous voulons garantir la sécurité des Français, tout en assurant un contrôle par le juge des mesures qui sont prises, parce que c'est une garantie pour la liberté de chacun. Bien. Édouard Philippe, nous allons parler politique. Vous allez former un nouveau gouvernement. Pardon, mais j'avais le sentiment qu'on parlait de politique jusqu'à présent. Oui, on parlait politique autrement. La politique politicienne. Je suis bien d'accord avec vous. Édouard Philippe, vous allez former un nouveau gouvernement. Oui. Quand ? Le président de la République a indiqué que le gouvernement serait connu d'ici mercredi à 18h. Donc demain soir, 18h. On est bien d'accord. Sans votre ministre Ferrand. Sans Édouard Ferrand. Richard Ferrand. Richard Ferrand, Édouard Ferrand. Sans Richard Ferrand. C'est Édouard Philippe, Richard Ferrand, je me trompe pas. Sans Richard Ferrand. Absolument. Pourquoi ? Parce que, d'abord, Richard Ferrand a gagné son élection législative. Oui. Il avait indiqué... D'autres ministres aussi. C'est vrai. Il avait indiqué que, compte tenu des critiques dont il avait été l'objet, compte tenu de la procédure qui avait été engagée, il demandait à ses électeurs, j'avais d'ailleurs considéré qu'il y avait un rôle essentiel de cette élection, de lui renouveler leur confiance. Ils l'ont fait.
Et ils l'ont fait clairement, et on doit le prendre en compte. Et ensuite, Donc il pouvait rester ministre. Il aurait parfaitement pu rester ministre, puisque la règle que j'ai fixée pour la participation au gouvernement, c'est que dès lors qu'on est mis en examen, on doit partir, mais tant qu'on n'est pas mis en examen, on peut rester. C'est la règle que je me suis fixée. Après discussion avec le chef du gouvernement et le président de la République, il a considéré qu'il y avait une responsabilité extrêmement politique, assez délicate d'ailleurs, au sein de l'Assemblée nationale, dans laquelle il pouvait œuvrer et réussir. L'idée vient du président de la République. Et elle a été discutée. Non, mais elle a été discutée. Oui, le président de la République en a parlé, a considéré que c'était un bon choix. Oui. Richard Ferrand a considéré que c'est le président de la République qui a décidé. Richard Ferrand a considéré que c'était un bon choix aussi. Accessoirement. C'est le président de la République qui a décidé, on est bien d'accord. Accessoirement, à la fin de la fin, c'est le groupe qui décidera. Oui, ça c'est sûr. À la fin qui de la votera peut-être contre lui. C'est pas ce que je dis, mais c'est le groupe qui décidera. C'est possible. Donc Richard Ferrand va se consacrer à cette mission, qui est une mission importante, qui est une mission qui le mettra d'ailleurs en contact régulier avec le gouvernement et avec le chef du gouvernement. Et c'est très bien ainsi. Bien. Il l'a appris quand dimanche Dimanche soir, je crois. Vous savez, les choses se discutent. Parce que j'ai entendu dimanche soir nous dire qu'il allait faire tout ce qu'il fallait pour défendre les intérêts des Finistériens à l'Assemblée nationale. Et permettez, Jean-Jacques Bourdin, que l'ensemble de nos discussions ne se fassent pas toujours sur votre plateau. Bon, François Bayrou, lui, reste au gouvernement. C'est pas... François Bayrou a vocation à être au gouvernement, bien sûr. Aucun souci avec lui. Aucun souci. Non, aucun. Edouard Philippe. Bon, d'accord. Bon, ce gouvernement, quelques secrétaires d'État... Un gouvernement... Allez-y, précisez les choses parce que c'est utile. Concernant François Bayrou, parce que... Mais non, pas concernant on a vu vos divergences. Il n'y a pas de divergence. Concernant François Bayrou et concernant tous les autres ministres. Un gouvernement, c'est un orchestre. Oui. On n'a jamais vu un orchestre, surtout un orchestre symphonique, composé des mêmes instruments. Chacun vient avec sa personnalité. Et je vais vous dire, non seulement c'est une donnée, mais c'est une exigence. Quand le président de la République m'a chargé de lui proposer un premier gouvernement, et c'est valable pour celui que je suis en train de composer maintenant, il m'a demandé un gouvernement équilibré. Équilibré, ça veut dire équilibré politiquement, avec des gens qui viennent de la droite, c'est mon cas, des gens qui viennent de la gauche, des gens qui viennent du centre, avec des gens dont la légitimité ne résulte pas d'un engagement partisan, c'est ce qu'on appelle parfois les ministres issus de la société civile, j'aime pas beaucoup ce terme, mais qui viennent, dont la légitimité ne résulte pas d'un engagement partisan, à parité. Voilà. Parité entre la société civile, entre guillemets, et les élus, parité entre les hommes et les femmes, et des personnalités qui peuvent inspirer. Je reste exactement sur cette tonalité et sur cette commande. Les gens qui composent ce gouvernement ne sont pas identiques. Ils ont leur tonalité propre et c'est à la fin la qualité de l'orchestre qui compte. C'est-à-dire qu'il faut que tout ça soit coordonné, que chacun se plie à l'exercice collectif. Oui, nous allons développer les partitions que vous allez jouer là, dans quelques minutes. Mais simplement, vous allez ajouter quelques secrétaires d'État, on est bien d'accord ? C'est possible. Oui. Combien ? Pas trop. Je ne vais pas vous demander les noms. Hein. Non, vous ne me les donnerez pas. Vous ne les donnerez pas. Oui, mais pas trop, parce que vous avez bien remarqué qu'une des choses que nous souhaitions, c'était d'avoir une équipe qui ne soit pas pléthorique. Le remplaçant de Richard Ferrand viendra des Républicains ? Le remplaçant de Richard Ferrand sera bon. On verra s'il vient des Républicains ou d'ailleurs. J'imagine. C'est pas parce qu'il viendrait des Républicains qu'il serait bon, c'est pas parce qu'il viendrait des Républicains qu'il serait mauvais. Non, mais il viendra des Républicains, vous l'avez choisi ? Il sera bon. Vous l'avez choisi ? Il sera choisi. Il sera choisi. Non, je ne veux pas vous demander le nom, mais vous l'avez choisi. Presque. J'ai des idées. Vous avez des idées. Bon, plusieurs secrétaires d'État qui viendront pour certains des Républicains ? C'est pas impossible. Encore une fois, mais ça n'est pas impossible. Je comprends que vous posiez cette question. Et d'ailleurs, je l'ai évoqué moi-même en vous disant qu'il fallait une forme d'équilibre. Mais reconnaissez. Les PME, il faut un secrétaire d'État. Le logement, il faut un secrétaire d'État, non ? J'ai dit moi-même que je voulais quelque chose d'équilibré. Donc je comprends que vous posiez cette question. Ça n'est pas du tout impossible. Voilà. Mais reconnaissez avec moi que pour tous ceux qui nous regardent, pour l'ensemble des Français, il y a plus important que ça. Non, ce serait plus intéressant de se poser la question de savoir ce que tel ou tel apporte plutôt que d'où il vient. Franchement.
Bon, Voilà. bah ça, on est bien d'accord. Et moi, je préfère me poser cette question, même si je ne suis pas naïf et même si je sais qu'on analysera les nominations beaucoup à l'aune d'où viennent les futurs ministres. L'abstention vous oblige à réussir. C'est ce que vous avez dit dimanche je le pense soir. Profondément. Donc, nous allons entrer dans l'action juste après. Il est 8h55. Nous allons revenir sur la réforme du droit du travail et d'autres sujets que nous allons aborder ensemble, 8h55, et avec les auditeurs d'RMC. À tout de suite. Édouard Philippe, notre invité ce matin. Je termine avec les questions politiques, Édouard Philippe. La proportionnelle. Dose de proportionnelle, combien et quand? Dose de proportionnelle. C'est acquis. Indispensable. Indispensable. Moi, j'ai toujours aimé et préféré le scrutin majoritaire. Je le dis clairement, pour une raison simple, c'est que sa grande vertu, il a des défauts, mais sa grande vertu, c'est de permettre l'expression de majorité stable. Et je pense que pour gouverner, il faut des majorités stables. Je suis pas un grand fan de la 4ème République, où on faisait, où on défaisait, où on refaisait. Bon. Donc je préfère le scrutin majoritaire. Mais chacun peut comprendre que on ne peut pas durablement mettre à l'extérieur de l'Assemblée des courants politique puissant. Si je devais même répondre, je dirais qu'un bon mode de scrutin, c'est un scrutin qui permet la représentation des territoires et la représentation des idées. Et ben, il faut veiller à ce que les territoires soient représentés et à ce que les idées soient représentées. Et un scrutin majoritaire qui sortirait certaines idées qui comptent dans le débat, que personnellement je peux combattre, mais enfin qui comptent dans le débat, qui les exclurait de l'Assemblée nationale, ce ne serait pas Alors, ça. quelle dose de proportionnelle? On va voir, on va voir. Il faut une dose de proportionnelle. Il faut aussi, dans le même temps, et c'est d'ailleurs pour ça que ça va être un vrai beau débat, réduire le nombre de parlementaires, j'en suis convaincu. C'est-à-dire à combien le réduire? Il y a 577 députés, et honnêtement, je pense qu'on peut faire mieux avec un peu moins. Voilà. Combien? Il y a des cibles. Alors, il y a des gens très ambitieux qui disent qu'on peut descendre à 350. Moi, je pense que c'est un peu ambitieux de descendre 400. à 350. Oui, 400, 420. Enfin, je veux dire, 400, 420. en tout état de cause, passer de 577, même si on passait à 450, ce serait quand même une bonne chose. Voilà. Bon, ça serait une bonne chose. Et avec une dose de proportionnelle. Quand il y aura dissolution de l'Assemblée nationale pendant le quinquennat. Je me permets de vous dire, Monsieur Bourdin, que la décision de dissoudre l'Assemblée nationale n'est pas une décision à la main du Premier ministre. Oui, ça, on est bien d'accord. Et vous m'autoriserez pas à répondre pour le président de la République. Non, mais d'accord, mais Édouard Philippe, parce qu'il y a cette possibilité, parce qu'il va bien falloir la voter. Non, mais indépendamment de cette loi. Le vrai sujet, c'est d'arriver à un dispositif qui prévoit un peu moins de parlementaires et une dose de proportionnelle. Oui. Ça veut dire pour les prochaines législatives. Oui, bien sûr. Oui. Là, vous vous y engagez. Le président de la République s'est engagé. Vous savez, le président de la République s'y est engagé. Donc, lui, il s'y est engagé et moi, je mets en œuvre. Voilà. Est-ce que vous êtes favorable à l'élection d'une femme à la présidence de l'Assemblée nationale? Je trouve dingue que vous me posiez la question. Dingue. Vous dites oui. Évidemment. Enfin, je veux dire, mais je vais. Non, mais ben est-ce voilà, que vous poussez? Je suis favorable à l'élection d'un président à l'Assemblée nationale. Si c'est une femme, c'est très bien. Vous préféreriez que ce soit une femme? Il n'y a pas. Bon, d'accord. D'accord. Attendez. Dans l'Assemblée nationale, qui va refléter, qui va être la représentation nationale, il y a plus de femmes qu'il n'y en a jamais eu. Oui, c'est un bon point. Tant mieux. On n'est pas encore à la parité complète. Je me permets de vous le faire observer. Mais enfin, on n'en a jamais eu autant. Tant mieux. Bon, si c'est une femme qui est présidente de l'Assemblée nationale, j'en serais enchanté. Mais ce qui m'importe, c'est que ce soit un homme ou une femme qui soit en mesure de présider parfaitement l'Assemblée nationale. Tiens, on va s'amuser. Juste 2 secondes, Édouard Philippe. Mais non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Je vais vous montrer une photo. Vous allez me dire si vous le connaissez. C'est un nouveau député. Tiens, regardons le première photo. Vous le connaissez, ce député-là, Édouard Philippe? Non, je ne le connais pas encore personnellement. Ludovic Pajot, 23 ans. C'est le plus jeune, Front National. Cette jeune femme... Non, je ne la connais pas encore personnellement. La République En Marche, 26 ans, Bénédicte Pérol. Tiens, encore une photo. Non? France Insoumise, s'appelle Adrien, il a 27 ans. Bon, je vais arrêter là, parce que j'en ai d'autres. Mais c'est formidable. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il va falloir apprendre à les connaître. D'abord, je vais vous dire, Monsieur Bourdin, je doute que n'importe lequel de mes prédécesseurs, au moment d'une élection législative, ait connu l'ensemble des députés. Parce que c'est pas la première fois qu'il y a des nouveaux députés, quand même. C'est une chance. Bon. Parce qu'il y a eu ce procès d'incompétence que j'ai trouvé, pour ma part, assez inutile et même désobligeant. Je le trouve, je vais vous dire, je le trouve déplorable.
ce procès en incompétence présumée. Je le trouve déplorable, pour une raison très simple. C'est que l'élection à l'Assemblée nationale, c'est pas une question de diplôme, c'est pas une question de formation, c'est pas un examen. On envoie à l'Assemblée nationale des gens qui s'engagent et qui sont candidats, des gens qui ont envie d'apporter ce qu'ils sont à la représentation nationale. Pardon, mais c'est vieux comme l'antique. Je connais même une phrase de Cicéron qui dit que l'important, ce n'est pas l'expertise qu'on apporte, ou plus exactement, ce n'est pas d'avoir toute l'expertise, c'est d'amener ce qu'on est. Et l'ensemble des candidats ici apportent ce qu'ils sont, qu'ils soient d'ailleurs dans la majorité, enfin l'ensemble des élus, qu'ils soient dans la majorité ou dans les oppositions. Ils apportent ce qu'ils sont, ils vont apprendre, personne ne sait tout. Et honnêtement, les gens qui vous précisent et qui prétendent tout savoir parce que soit ils auraient été formés pour tout savoir, soit ils auraient la longue expérience qui leur permettrait de tout savoir, sont en général... Pas toujours facile pour un homme politique de dire je ne sais pas d'ailleurs. Moi j'assume parfaitement. Je l'ai constaté à plusieurs reprises. Vous l'assumez très bien. Je vous dirais qu'il y a des choses sur lesquelles je ne sais pas. Il y a des choses sur lesquelles je ne peux pas répondre. Oui. Parce que je ne veux pas répondre, parce que les décisions ne sont pas encore arbitrées, il faut l'assumer. Il y a des choses, quand il s'agit d'une information factuelle, je n'ai pas tous les sujets, tous les chiffres en tête. Vous connaissez bien la réforme du droit du travail, le texte... Je ne veux pas allonger sur le sujet, mais je me rappelle d'un conseil qu'on m'avait donné quand je passais mes examens. Et que j'essaie de m'appliquer, soit quand j'étais le collaborateur d'un certain nombre de mes patrons, soit maintenant que je suis le patron d'un certain nombre de mes collaborateurs. Je préfère quelqu'un qui me dit « je ne sais pas », à quelqu'un qui fait semblant de savoir quelque chose. Moi aussi, je vous le dis tout de suite. Mais oui, mais je préfère. Je préfère qu'on avoue, je ne sais pas, et puis qu'ensuite on travaille rapidement pour savoir, plutôt que l'inverse. Alors moi j'ai envie de savoir. Et les Français aussi ont envie de savoir, Édouard Philippe. La réforme du droit du travail. Alors, est-ce que les contrats de travail seront discutés dans l'entreprise? Qu'est-ce que vous appelez les contrats? Je vois très bien ce que c'est qu'un contrat de travail. Un contrat de travail, je ne sais pas, moi, les conditions de licenciement, le salaire, le temps de travail, etc., etc. Oui, mais vous prenez beaucoup de questions. La question générale qu'on s'est posée et sur laquelle on veut avancer, c'est faire en sorte qu'il y ait plus de discussions, plus de négociations. Dans l'entreprise. Et de trouver le bon endroit où la négociation est le plus utile. Dans l'entreprise, donc. Dans l'entreprise ou dans la branche. Je ne suis pas un ennemi de la branche. Je considère qu'il y a des discussions qui ne peuvent pas avoir lieu ailleurs que dans la branche. Je le dis clairement. J'en prends un, j'ai déjà eu l'occasion de le dire. La question notamment des CDD, le nombre de CDD renouvelés, la durée du CDD, c'est pas une question qui relève de l'entreprise. Elle ne peut pas être discutée dans l'entreprise. Il vaut mieux que la discuter dans la branche. La branche, c'est dans un secteur économique, un ensemble de métiers, un ensemble d'entreprises qui sont dans une branche. Ça permet de garantir une forme de compétition juste, à laquelle on est évidemment adapté. Et puis, il y a des sujets qui méritent d'être discutés dans l'entreprise, qui le sont déjà d'ailleurs, mais qui méritent d'être discutés dans l'entreprise. La question qu'on se pose, c'est à la fois une question de fond, quels sont les sujets qu'il vaut mieux discuter dans l'entreprise ou dans la branche, et une question de forme, comment est-ce qu'on les discute? Alors, qu'est-ce qui doit être discuté dans l'entreprise? Et c'est là que je vais vous répondre que... ce que nous avons dit aux organisations syndicales et patronales, c'est que nous voulions réfléchir avec elles à ce qui méritait d'être discuté dans l'entreprise et ce qui méritait d'être discuté dans la branche. Oui, ça m'arrive d'avoir un avis, en effet. Oui. Mais si je le donne, là, comme ça, si je dis on va vers ça, je condamne à l'avance l'exercice auquel je crois de discussion avec les organisations syndicales et patronales. Je vous ai dit tout à l'heure que je croyais à la discussion, je croyais à la négociation. J'y crois vraiment. Quand on y croit vraiment, on met en place un process, on le respecte, on respecte ses interlocuteurs. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec eux sur tout. Et croyez-moi, je ne suis pas sûr que les organisations syndicales vont être d'accord avec moi sur tout. Ça veut dire qu'on les respecte et qu'on croit au process. Alors j'ai une question précise. Est-ce que les entreprises pourront négocier les causes de licenciement? Nous sommes en train de regarder si nous pouvons préciser un certain nombre de choses dans les entreprises ou dans les branches sur ce sujet. Nous allons discuter. Mais la question, encore une fois, elle est posée. Donc dans certains cas, les entreprises pourront négocier les causes de licenciement. Non, pardon, ce que je dis, c'est que nous sommes en train de discuter avec les organisations syndicales si cette discussion a lieu dans l'entreprise ou dans la branche. Là, c'est l'un des sujets de la discussion. On est bien d'accord. Jean-Jacques Bourdin, nous aurons l'occasion
d'abord de discuter. J'ai dit, il y a 48 réunions prévues avec les organisations syndicales. Du 9 au 21 juillet. Du 9 au 21 juillet, il y en aura d'autres après. Mais ça, c'est le process sur lequel nous sommes décidés jusqu'au 21 juillet. Il y aura une discussion parlementaire au mois de juillet à l'Assemblée. Parce qu'il y aura une loi d'habilitation. Cette loi d'habilitation, on va la présenter à l'Assemblée pour que le Parlement nous autorise à écrire par ordonnance les modifications dans le droit du travail que nous voulons porter. Cette loi d'habilitation sera discutée à l'Assemblée. Le contenu des ordonnances sera discuté avec les organisations syndicales. Nous sortirons avant la fin de l'été. Je ne veux pas préempter les résultats. Non, mais c'est l'un des sujets de discussion. Ce serait condamné. Non, mais j'ai compris. Mais c'est l'un des sujets de discussion. On est bien d'accord. Sur les causes de licenciement, on est bien d'accord. Bon, il y en aura beaucoup d'autres. Parce que la CPME, par exemple, a une petite idée qui est pas trop mal, qui avait été avancée à une époque par le patronat. Dans le contrat de travail, une clause liée à la réussite du projet pour lequel le salarié a été embauché. C'est pas mal, ça. Non ? Ça existe dans le droit du travail. Oui. Enfin, mais on ne peut pas l'étendre. Ce que vous essayez de décrire... Qu'une entreprise a un projet... Non, mais ce que vous essayez de décrire, c'est la logique du, on va dire, d'un contrat de projet. Oui. Qui serait un contrat à durée indéterminée, mais lié à un fait certain qui est la fin du projet. Oui. Ça existe dans le bâtiment. Ça s'appelle le contrat de chantier. Est-ce qu'il faut généraliser ? Ça existe. Encore une fois, ça existe dans le bâtiment. Dans le bâtiment. Le contrat de chantier. Oui. Je trouve que c'est une bonne discussion à avoir. Donc on pourrait le généraliser. Je ne dis pas qu'on le fera. Je dis que c'est une bonne discussion. C'est un sujet de discussion. Pourquoi ? Pour une raison simple. C'est que ça maintient le CDI comme la norme. Ça maintient le CDI comme la norme. Je prends un exemple. Quand vous refaites une architecture informatique, une entreprise change totalement son système informatique. On sait que c'est un projet, son système d'information. On sait que c'est un projet, ça va durer 6 mois, mais ça peut durer aussi 3 ans et demi, ça peut durer 5 ans. C'est un projet de transformation de l'entreprise avec un début, avec une fin. On peut imaginer que ça fasse, d'ailleurs ça existe déjà, que ça fasse l'objet de ce type de contrat de projet. Je ne dis pas qu'on va le faire, je dis qu'on veut en discuter parce que ça préserve le CDI comme la norme et que c'est intéressant. Mais la question de savoir si on discute de ça, dans l'entreprise ou dans la branche, est vraiment posée. Je préférerais qu'on le discute dans la branche. Parce qu'il me semble que relativement au contrat de travail, c'est beaucoup plus intéressant de discuter dans la branche que dans l'entreprise. Entendez-moi bien. Je pense que l'instrument est intéressant, mais je pense qu'il ne relève pas de la discussion dans l'entreprise. Il relèverait, si nous le lançons, plutôt de la discussion dans la branche. Bon, vous avez vu les oppositions déjà à votre... Oui, non, mais c'est clair. Là, c'était clair. On sait que c'est un sujet sur la table. Anas est avec nous. Il a 30 ans, agent SNCF en Seine-Saint-Denis, auditeur d'RMC. Et il est là pour vous poser une question en direct. Anas, bonjour. Bonjour, Monsieur Bourdin. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Bonjour, monsieur. Ma question, même s'il y en a 1 milliard, là, parce que je vous écoutais avec attention et puis j'étais en train de saigner du nez, à vrai dire, en écoutant votre façon de faire du Code du travail. Moi, la question, la première que j'ai, c'est de savoir comment, au lendemain des élections législatives, où vous remportez une large majorité de 350 députés, vous décidez de la loi Travail XXL, la loi Macron numéro 2, qui concerne le salariat, c'est 28 millions de personnes, plus qu'il y a eu d'électeurs pour le président Macron. Posez votre question. Pourquoi passer par ordonnance alors que vous avez des députés pour pouvoir avoir des débats au moins à l'Assemblée et pouvoir renseigner un peu les Français sur ce que vous comptez faire ? Merci pour cette question. En fait, il y a beaucoup de questions dans votre question. J'essaie d'y répondre rapidement. D'abord, vous dites pourquoi est-ce que vous avez été élu on a une majorité qui clairement s'est engagée à soutenir le projet du président. Accessoirement, le projet d'évolution du droit du travail, il n'est pas masqué. Le président en a parlé avant l'élection présidentielle et il a été élu. Les députés qui ont été élus, ils ont porté ce projet. Donc, soit on croit au système représentatif, soit on croit à la démocratie politique et on l'accepte, soit on n'y croit pas. C'est parfaitement une possibilité. Mais enfin, moi j'y crois, première chose. Deuxième chose, l'ordonnance, ça n'interdit pas le débat. Un débat avec les organisations syndicales, j'ai essayé de l'indiquer, qui va être riche, qui va être intense et qui va durer. Et un débat politique, parce que la loi d'habilitation qui va être discutée à l'Assemblée nationale et au Sénat, croyez-moi, elle va être discutée. Il y aura même, après la publication des ordonnances, une loi de ratification qui permettra, là encore, le débat. Donc, n'imaginons pas une seconde que rédiger par ordonnance cette réforme, ça voudrait dire priver et les parlementaires et les organisations syndicales du débat parfaitement légitime qui doit avoir. Mais il faut aussi avancer. Mais il faut aussi sortir des textes parce que
une bonne discussion, c'est une discussion intense, c'est une discussion éclairée, mais c'est aussi une discussion qui débouche sur des décisions. Et vous avez entendu le président de la République, vous m'avez entendu, il y a à la fois chez nous une très grande envie de discuter, un très grand respect des organisations syndicales et patronales, et aussi une très grande détermination à avancer. Bien, Anas, merci. J'ai 2 questions précises. Ensuite, je vous parlerai des retraites et puis je vous parlerai de l'état des finances publiques, des finances de l'État, parce que ça ne va pas très bien. Bon, oui. Non, je souris, mais il n'y a rien de drôle. Oui, il n'y a rien de drôle, oui, justement. Bien, alors, je suis une multinationale. J'ai une filiale en France. On est bien d'accord. Cette filiale ne se porte pas bien en France. Mais moi, multinationale, je fais de très gros bénéfices à l'étranger. Est-ce que je vais pouvoir licencier ? Je comprends votre question. Oui, licencier en France. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Oui. Elle peut. Oui. Elle peut déjà. Oui. Sauf donc, que. ne posez pas la question comme si aujourd'hui on ne pouvait pas, c'était interdit. Pardon de vous répondre comme ça, mais oui. Vous voyez bien que ça arrive déjà. Oui. Ça arrive déjà. La question, c'est pas tellement... Enfin, pardon, c'est un vrai sujet, hein, j'ai pas de doute là-dessus. Et il faut évidemment trouver à la fois les dispositions qui permettent de faire en sorte qu'il y ait des investissements de ces multinationales en France. Oui, ça, on est bien d'accord. Mais... Ouais, mais je suis content que vous le disiez, parce que je sais que vous le pensez. Oui. Mais c'est vachement important. Oui. On pourrait régler ça en disant, il faut qu'il y ait des investissements de multinationales en France. Il faut qu'il y ait des investissements qui créent des emplois, qui créent de la richesse sur notre territoire et pas ailleurs. J'en suis parfaitement convaincu. Il faut ensuite que ces grands groupes internationaux respectent les spécificités françaises. Donc il faut à la fois les attirer, en même temps faire en sorte qu'on respecte les spécificités françaises, on respecte un modèle auquel on est attaché, qui peut évoluer, mais auquel on est attaché. J'ai pas de problème là-dessus. Voilà, j'ai pas de problème là-dessus. Et donc, ça arrive déjà. Il peut arriver que des groupes qui fonctionnent bien veuillent se réorganiser. Et le sujet, donc, il y a les sujets dans lesquels la leur filiale française. Il y a des sujets dans lesquels même si le groupe va très très bien. Il y a des sujets dans lesquels la filiale française va mal. Il y a aussi des sujets dans lesquels on veut réorganiser la filiale française, pas d'ailleurs seulement la filiale française, mais l'ensemble des filiales européennes. Ça arrive. Il faut essayer de trouver dans ces moments-là à la fois la capacité de ne pas faire fuir les investisseurs du territoire national et la meilleure façon de répondre aux exigences parfaitement légitimes de ceux qui disent il faut préserver l'emploi en France et il faut veiller à ce qu'on ne soit pas maltraité dans des réorganisations. Et on sait bien qu'il y a beaucoup d'exemples, ceux dont on entend le plus parler, où les choses ne se passent pas très bien. Il y a aussi beaucoup d'exemples où ça se passe bien, on entend moins parler. Voilà. Bien, Édouard Philippe, 2 sujets. Les retraites. Je vous dis ça parce que aujourd'hui, nous allons apprendre que le financement de nos retraites n'est pas assuré pour encore de nombreuses années, qu'il y a même un fort déficit. Que l'équilibre si dont on pas pensait le financement, c'est 2025 serait plutôt à l'horizon 2040. Oui, fort déficit. Et peut-être même 2050. On dit 2040, peut-être même 2050. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez retarder la réforme des retraites annoncée. Ça veut dire que... Non, ça ne veut pas dire qu'on va retarder. Attendez, ce serait curieux d'imaginer que parce que la situation est mauvaise, surtout, il ne faut rien faire. Oui, mais d'accord. C'est pas sérieux. Oui, vous avez dit on ne touche pas à l'âge de départ à la retraite, l'âge légal, et on ne touche pas aux cotisations. Alors comment allez-vous faire ? Plusieurs choses. D'abord, ce matin, le Conseil d'orientation des retraites, le corps, présente un rapport. Il le présente ce matin. Donc voilà, le débat est ouvert et on parle de 2040-2050. Je ne dis pas que c'est pas important, je dis juste qu'on n'est pas dans l'instant, dans la seconde près. Présente un rapport dans lequel il semble indiquer, je ne l'ai pas encore lu, mais dans lequel il semble indiquer que là où on pensait que les perspectives de financement du système de retraite permettaient d'envisager un retour à l'équilibre en 2025, avec les hypothèses qu'ils font désormais, qui sont différentes des hypothèses qu'ils faisaient il y a 1 an ou 2 ans, on arrive à un retour à l'équilibre plus tardif, ce qui est évidemment un sujet qu'il faut prendre au sérieux. Pourquoi ? Parce que l'objectif, c'est pas de faire plaisir au corps, l'objectif, c'est de garantir un système de retraite équilibré, c'est-à-dire un fonctionnement correct de la solidarité nationale vis-à-vis de ceux qui ont travaillé, qui ont cotisé et qui disposent aujourd'hui de leur retraite. L'impératif, c'est d'équilibrer le financement des retraites. Ça, c'est un impératif. Vraiment, je n'ai aucune espèce d'hésitation là-dessus. Le président de la République a indiqué pendant sa campagne qu'on pouvait faire évoluer le dispositif en essayant de ne pas toucher ni à la cotisation,
ni à l'âge de départ en retraite. Aujourd'hui, c'est 62 ans, 62 ans quand on a l'ensemble de ces trimestres, 65 sinon. Pour le régime général. Oui, sa volonté, c'est de supprimer les régimes spéciaux, d'ailleurs. Sa volonté, c'est de faire un système... où tout le monde est placé à la même enseigne. De rassembler l'ensemble des régimes dans un... La variable, à mon avis, c'est pas tellement le taux de cotisation, le taux de remplacement et de pension ou de l'âge de départ. Peut-être qu'il faudra regarder ça. Mais c'est d'abord l'emploi et la croissance. Parce que je vais vous dire, toutes les questions qu'on se pose, si on les règle par un retour à une croissance et par une diminution du chômage, déjà... Quelle croissance d'ailleurs ? Mécaniquement, on va rééquilibrer les comptes. Quelle croissance cette année ? Attendez, c'est pas accessoire, c'est un enjeu extrêmement important. Sur la méthode, un mot. Nous avons dit aux organisations syndicales et patronales que la question des retraites, on commencerait à la regarder pour l'analyser, avec les éléments qui viennent du corps, avec des discussions avec nos organisations, avec les organisations syndicales et patronales, à partir de la rentrée, c'est-à-dire pour l'automne et puis l'hiver. On veut se mettre d'accord sur toute une série de constats pour ensuite engager cette réforme des retraites. Donc on n'est pas dans un calendrier immédiat, on est dans un calendrier annoncé, dans une méthode qui va être précisée. Quelle croissance pour cette année, vous pensez ? Vous attendez les premiers chiffres ? Oui. Épargnez-moi le ridicule d'avoir à annoncer des chiffres dont on sait qu'ils sont systématiquement Alors j'ai deux, trois. Oui, d'accord, mais j'ai quand même deux, trois questions. Il y a des hypothèses sur les finances de l'État. Elles sont pas en bon état. Évidemment qu'elles sont pas en bon état, tout le monde le sait. C'est-à-dire que la présidence précédente vous a laissé une ardoise. Ça veut dire que depuis 40 ans... Combien ? 5 milliards ? Attendez. Ça veut dire que depuis plus de 40 ans maintenant, l'État ne boucle pas son budget. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Et que, à force de faire des déficits, on a fait de la dette. Une dette considérable, une dette qui avoisine les 100% Vous allez du PIB. boucler votre budget ? Une dette qui, aujourd'hui, ne nous coûte pas trop cher, parce que les taux d'intérêt sont historiquement bas, mais dont nous devons garder à l'esprit que s'ils remontaient, ça poserait un sacré problème, pas simplement à l'État, à l'ensemble des Français. Donc, oui, l'équilibre des comptes publics, ça compte, et oui, la situation n'est pas excellente. Alors, sur la situation de cette année, c'est-à-dire de l'année 2017, le budget qui avait été adopté par la précédente mandature tablait sur un déficit de 2,8% du PIB. 2,8% du PIB, c'est-à-dire en dessous des 3%. Vous n'atteindrez pas cet objectif. Je ne sais pas, Jean-Jacques Bourdin. J'étais déjà dubitatif. Oui, mais vous l'êtes encore plus ce matin. Où ça a été annoncé. Je le suis encore un peu plus, parce que, à la place qui est la mienne, je vois arriver toute une série d'informations qui me laissent à penser, vous voyez, je suis prudent, qui me laissent à penser que le 2,8, il ne va pas être tenu. C'est la raison pour laquelle, dès que j'ai été nommé, j'ai demandé à la Cour des comptes, c'est assez traditionnel d'ailleurs, de nous faire un audit complet en nous disant, est-ce qu'il n'y aurait pas par hasard des coûts partis qui n'auraient pas été budgétés ? Est-ce que, au fond, on ne va pas se retrouver en 2017, non pas avec les 2,8, mais avec une autre réalité ? Je vais vous dire, Monsieur Bourdin, si par extraordinaire c'était 2,5, vous auriez en face de vous le plus heureux des hommes. Non, mais d'accord. Enfin, pour autant qu'on puisse être très heureux avec un chiffre de budget. Mais si c'est 3,2 ou 3,5, c'est pas du tout la même histoire. Il y a ce risque ? J'aimerais qu'il n'existe pas, mais je suis obligé de reconnaître qu'il n'est pas totalement... Nous serons au-dessus des 3%. Je préférerais que non. Vous préférez que non, mais vous pensez que oui. Je pense que le risque existe. Que le risque existe, il faudra prendre des mesures, donc. Oui. De réduction. Probablement, oui. De dépenses. Mais ça veut dire quoi ? D'augmentation d'impôts ? Non. Je ne préempte pas le sujet. Oui. J'attends de voir. Oui, non, vous allez me trouver pas spectaculaire. Comment faire pour réduire les dépenses ? Vous allez On augmente les impôts, alors ? Non, je ne crois pas que ce soit l'idée générale. Mais vous comprenez bien que je ne peux pas rentrer dans le détail de ce qu'on ferait. Non, mais ça, j'ai compris. Si je ne sais pas exactement la situation dans laquelle on se trouve. Alors, j'ai deux précisions encore. Pour terminer, je vais peut-être prendre Thierry sur la retraite. Tiens, Thierry qui est retraité dans le Rhône. Bonjour Thierry. Bonjour M. Bourdin. Bonjour Monsieur le Premier ministre. Bonjour Monsieur. Posez votre question Thierry. Oui, en fait ça concerne, par rapport à l'augmentation de la CSG, vous allez augmenter d'1,7. Vous n'êtes pas sans savoir, Monsieur le Premier ministre, que les retraites ne sont plus revalorisées depuis 5 ans. Et je voulais savoir si cette situation allait perdurer. D'abord, un mot pour dire que je n'ignore pas ce qui est en cause sur les revalorisations des retraites. Je ne m'en sens pas totalement responsable, mais je ne l'ignore pas et ça fait partie des choses qu'il faut avoir à l'esprit.
On va, comme le président de la République s'y engagé pendant sa campagne, augmenter la CSG. Pas pour le plaisir d'augmenter la CSG. Un 7. Un 7, pas pour le plaisir d'augmenter la CSG, pour financer une diminution des cotisations sociales, et notamment des cotisations salariales. C'est-à-dire pour redonner du pouvoir d'achat aux actifs. Bon, ça n'a rien de neutre. Ça n'a rien d'accessoire. Aux actifs. Aux actifs. Bon. Mais pas aux retraités. Aux actifs, parce qu'on considère qu'il faut que le travail paye et que c'est en soi quelque chose d'essentiel à dire. Voilà, je le crois profondément. Oui. S'agissant des retraités, dont je vois très bien qu'ils aspirent également à préserver, voire à développer leur pouvoir d'achat. C'est parfaitement légitime. Ça fait 4 ou 5 ans. Personne ne songe à le leur reprocher. Que ça dure. Là, certainement pas moi. Un mot, j'insiste là-dessus, il y a toute une série de retraités qui touchent ce qu'on appelle des petites pensions. Ça ne veut pas dire que les autres sont riches. Hein. Ça veut dire qu'il y en a qui sont encore plus modestes. Mais est-ce qu'on est riche à 1 600 € par mois de retraite? Et on sera concerné. Monsieur Bourdin, je viens de vous le dire. Oui. Je viens de vous dire ça. Je n'ai pas dit qu'on était riche à 1 600 € de retraite. Mais... Je dis qu'il y a des gens qui n'ont pas 1 600 € de retraite, qui ont moins. Oui. Bon, ceux-là, ils ne seront pas concernés par l'augmentation. En dessous de 1200. Ils ne seront pas concernés par l'augmentation de la CSG. Ça n'est pas rien, c'est important, je préfère le dire. Parce que je pense qu'il faut que ce soit bien inscrit dans les mentalités et dans l'esprit de chacun. Voilà. Ensuite, il y a les autres. Notre objectif, c'est de faire en sorte que l'augmentation de la CSG, qui encore une fois vient financer un risque dont tout le monde, des risques dont tout le monde peut bénéficier, que cette augmentation de la CSG, elle puisse être, pour l'immense partie de ceux qui seront concernés par cette augmentation, compensée par la diminution de la taxe d'habitation, dont vous savez que c'est un impôt utile pour les collectivités territoriales, mais terriblement injuste. On est d'accord, sauf que ça ne compensera pas, pour tous les retraités. Non, ça ne compensera pas pour tous les retraités. Ça compensera pour beaucoup de retraités, pour un très grand nombre de retraités. Jusqu'à quel niveau de retraite? Vous avez fait les calculs? On va voir comment ça se passe, mais dans l'absolu, on pense qu'il y a, entre ceux qui ne sont pas concernés par la hausse et ceux qui seront concernés par la compensation, de l'ordre de 80% des retraités. Bon. J'ai deux questions. Non mais encore une fois, à la fin de la fin, on reste comptable des équilibres. Et moi, j'estime que je suis comptable des finances publiques françaises. Bien. Voilà. J'ai deux questions. Il y a une promesse d'Emmanuel Macron qui a beaucoup marqué: le service national universel et obligatoire. Oui. Quand? C'est pour quand? On lance la réflexion sur l'organisation des choses. C'est un beau sujet, c'est un sujet compliqué, c'est un sujet qui est rendu d'autant plus compliqué qu'il ne vous a pas échappé que les armées, dans leur ensemble, étaient soumises à une utilisation extrêmement intensive en ce moment, et que je ne veux pas, que d'ailleurs personne ne songe à déséquilibrer leur fonctionnement en ce moment. Donc c'est une mission que j'ai eu l'occasion d'évoquer avec Madame le ministre des Armées, avec d'autres aussi. Quand? C'est pas spécifiquement le ministère des Armées qui est compétent pour répondre à cette question. On va lancer la réflexion, l'idée c'est d'avancer. On va lancer la réflexion. C'est dans la feuille de route des ministres. La feuille de route des ministres, donc à l'automne, je sais pas moi... La feuille de route des ministres, pardon, parce qu'il faut que j'explique. Non mais d'accord, mais moi je veux savoir quand. Je veux savoir quand. Ça va coûter 30 milliards d'euros sur 5 ans. Le discours de politique générale aura lieu le 4... La déclaration de politique générale aura lieu le 4 juillet. Donc vous préciserez? Après la déclaration de politique générale, j'enverrai à chacun des ministres la feuille de route, c'est-à-dire au fond la mission, et les éléments sur lesquels les ministres seront évalués. C'est-à-dire sur lesquels on pourra dire, voilà votre mission. Vous allez les évaluer. Est-ce que vous êtes bien au point de rendez-vous ou est-ce qu'il y a des écarts? Et s'il y a des écarts, pourquoi? Il ne s'agit pas de dire, vous n'avez pas... Il s'agit, s'il y a des écarts, pourquoi? Qu'est-ce qui freine? Qu'est-ce qui ne marche pas? Pourquoi est-ce qu'on n'atteint pas les objectifs qu'on s'est nous-mêmes fixés? Dans la feuille de route du ministre des Armées, mais pas seulement du ministre des Armées, il y aura des éléments de réflexion et de mise en place de ce service. Bon. Donc ça va commencer à l'automne. Donc on va commencer la réflexion très tôt. Non, très tôt. J'ai une dernière question. Elle est venue à plusieurs reprises, c'est pour ça que je vous la pose. Un député qui est élu avec 20% des inscrits a une légitimité forte ou pas? Est-ce que cette Assemblée nationale est vraiment légitime démocratiquement parlant? Mais bien sûr. Et tout le monde aimerait, en tout cas moi le premier, qu'il y ait plus de participation aux élections. Hein, c'est un droit, le fait de pouvoir voter, mais c'est aussi une forme de devoir citoyen. Puis je dirais que dans un moment où il y a toute une série de gens qui remettent en cause le modèle démocratique, qui remettent en cause ce que nous sommes, aller voter, ça n'a rien de neutre. Donc bien sûr, je préférais qu'il y ait 80% de la population qui s'exprime plutôt que 45%, évidemment. Et je pense que tout le monde est dans cette situation-là, sauf ceux qui veulent miner le modèle démocratique. Mais je pense qu'ils sont infiniment minoritaires.
Est-ce que ça dénie à l'Assemblée nationale et à la majorité une représentativité je ne vois pas pourquoi ceux qui seraient à l'Assemblée nationale minoritaires seraient plus légitimes que ceux qui sont majoritaires. Moi, j'ai quand même un petit peu de mal à comprendre ceux qui vous expliquent, alors qu'ils viennent d'être élus, avec des taux de participation qui sont identiques à ceux de la majorité, qui vous disent cette majorité est illégitime parce qu'il n'y a pas beaucoup de... Dans ce cas-là, toi aussi, tu es illégitime. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Bien sûr. Donc, on doit tous assumer nos actes. Le président de la République, il a souhaité recomposer la vie politique, la refonder, en faisant preuve d'audace. Et il a souhaité ouvrir une possibilité de régler les problèmes français en avançant. Moi, je m'inscris dans cette logique. Ce que j'espère, ce que je souhaite, ce à quoi je travaille, c'est qu'on réussisse. Et c'est ça le rendez-vous que je donne aux Français. Eh bien, merci Édouard Philippe. Nous aurons l'occasion de nous retrouver, parler peut-être aussi d'un sujet que nous n'avons pas abordé, c'est les migrants, parce que ce sera l'un des sujets majeurs, me semble-t-il, de cet été. Bien, merci de nous avoir accompagnés sur RMC et BFM TV. Il est 9h30.